Alors, bonsoir à tous, donc par un soir pluvieux qui va peut-être nous inspirer pour le sujet de ce soir qui est, je crois, très important et qui peut être très inspirant, enfin en tout cas moi qui m'inspire beaucoup, parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à dire, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, je crois. C'est donc la sexualité et la spiritualité. Quels sont les rapports? Est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Ne confondons pas tout à fait non plus spiritualité et religion, hein, mais on peut bien entendu en parler. Au contraire, il faut même en parler, parce que c'est important, hein, la relation entre la sexualité et la religion, parce que ça a beaucoup influencé les sexualités, en particulier de la femme, mais aussi de l'homme, par certains côtés. Hein. Et donc le débat est ouvert, donc voilà. Je crois que Chantal nous a préparé un petit topo, parce qu'elle avait quelque chose à dire, mais on peut commencer par ça. À moins que quelqu'un ait déjà quelque chose à dire de plus, je vais laisser peut-être Gérard dire deux, trois mots. C'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent donner une dimension spirituelle à leur sexualité. C'est vrai que la vie spirituelle est aussi issue d'un héritage culturel, soit ça parlait des religions. Il y a les mythes et les rites dans les religions primitives. Et c'est vrai que la sexualité se prête bien au fond à, éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, avoir une dimension spirituelle, parce que dans les états émotionnels que provoque la sexualité, le plaisir et l'orgasme, il y a donc une atténuation des dimensions au fond personnelles, avec des états proches au fond de l'état de méditation, éventuellement des expériences mystiques. On pourra débattre aussi, est-ce que pour avoir une sexualité épanouie, il est nécessaire au fond d'avoir ces valeurs spirituelles? Est-ce que les femmes au fond sont plus enclines au fond à aller vers cette recherche de spiritualité? Peut-être définir aussi ce qu'est la spiritualité. Donc, et peut-être aussi voir parfois une recherche trop importante au fond de spiritualité peut essayer de combler un vide avec des exigences au fond qui peuvent devenir de plus en plus importantes et effacer les dimensions corporelles, pulsionnelles de la sexualité. On va vous laisser la parole. J'ai juste une petite anecdote qui vient de me rappeler quand tu parlais là, des religions, et qui pour moi résume tout ce qu'on va dire, ou à peu près. J'avais été extrêmement intéressée quand j'étais allée à Rome, justement c'était à l'occasion d'un congrès sexo, et je ne sais plus quand. Et non, d'un autre congrès, peu importe. Et je suis allée dans la chapelle Sixtine et j'avais vu la statue de Sainte Thérèse d'Avila, dont j'avais déjà entendu parler, par le Bernard, hein, qui est en extase, mais en fait qui est en plein orgasme. Voilà, c'est tout ce que, pour moi, ça résume le sujet d'aujourd'hui. Je te passe la parole. C'est une belle statue alors. Elle est magnifique. Vous tapez sur internet, vous verrez par le Bernard, donc dans la chapelle Sixtine, elle est en extase. Mais en fait, peut-être autre chose. D'abord. Alors, j'ai préparé quelque chose sur la spiritualité. Ça m'a fait penser au masculin sacré, au féminin sacré. J'avais entendu parler de ça, j'ai été faire quelques recherches. Alors, je vais juste en parler rapidement, si ça a un écho ou pas chez vous. Qu'est-ce qu'on entend par le masculin sacré? Il n'est pas gouverné par son ego dominateur. Il a compris qu'il fait partie d'un tout. Il a compris sa place en tant qu'être humain sur cette planète. Il accepte ses émotions et n'a pas peur de les montrer. Il est connecté à son cœur. Il n'a pas peur d'aimer le beau, le bien. Il utilise sa force pour faire le bien, pas pour dominer. Il a de l'empathie. Il respecte les femmes et honore le féminin sacré. J'en parlerai après.
Il aime la femme qui est son égale, son complément. La femme est pour lui une créature divine qu'il cherche à honorer et pas à rabaisser. Il traite sa femme comme une déesse sans pour autant la laisser le dominer. Il a compris le but si rituel des relations amoureuses, qui est d'évoluer ensemble pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il n'est pas contrôlé par sa sexualité. Il se soucie de son impact sur les autres et sur le monde. Il ne rejette pas les qualités physiques masculines qui font de lui un homme et exprime sa propre identité. Voilà, bon, j'ai très synthétisé. Je ne sais pas s'il y a des... Je ne sais pas si vous avez envie de réagir ou si vous voulez que je parle du féminisme. Oui, parce que j'entends pas trop bien, mais je sais pas ce que je peux. Vous avez l'air de décrire ce que l'homme, c'est-à-dire qu'il doit respecter la femme, il ne doit pas le dominer. Ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi. Je ne sais pas que c'est de vous, mais en fait, on n'est pas tous des rois, on n'est pas tous des dominateurs, on n'est pas tous des... je pense qu'un homme normal est ce que vous dites. Or là, vous avez l'air de... Enfin, la personne qui écrit ça a l'air de dire l'homme devrait être comme ça. Normalement, il l'est. Il est pas qu'il est un peu hors norme. Donc c'est parfait, donc à ce moment-là, il est sacré, c'est exactement ce qui est bon. Il n'y a pas de souci. La femme, c'est pareil d'ailleurs. Je pense qu'elle va vous la décrire. C'était pas du tout dans une critique de ce peut-être. L'homme, c'est un peu, pas un idéal, mais une recherche, je pense, comment... Excusez-moi, moi je dirais c'est la description de l'homme parfait. Exactement. Ou de l'homme qu'on voudra voir peut-être. Non, c'est l'homme qui n'existe pas en fait. Oui, mais c'est une recherche. Qui devrait peut-être avoir ces valeurs-là. Je peux dire quelque chose? Oui. Souvent on parle de l'homme idéal qu'on recherche, de la femme idéale qu'on recherche. Je trouverais intéressant plutôt de devenir la femme idéale que je recherche. Parce que souvent je veux que l'autre soit comme ci, comme ça, qui m'apporte ceci ou cela. Est-ce que je suis à la hauteur? Et c'est peut-être le premier pas. Si je suis une femme idéale, peut-être que je rencontrerai l'homme idéal. C'est tout ce que je voulais dire. Parce que parfois il y a un peu une guerre entre les sexes. La femme doit être comme ci, comme ça. Et à partir de soi... Oui, je suis d'accord avec avec c'est pour toi. rejoindre la notion de ce qu'on recherche. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que tu aurais dû commencer par décrire la femme idéale. La femme Je vais le parce faire. qu'effectivement, ça correspond. C'est complémentaire. C'est tout à fait bon. On pourra parler aussi de la sexualité idéale. Mais ça, c'est oui, autre chose. C'est celle qu'on... Alors moi, c'était pas dans le sens idéal, c'était dans le sens spirituel, sacré. C'est un peu pareil quand même. Enfin, on en reparle après. Alors, comment être dans son féminin sacré? La femme a compris que sa valeur n'a rien à voir avec sa sexualité. Elle ne souhaite pas être en compétition avec les autres femmes. Elle veut aider, soutenir, encourager ses sœurs femmes. Elle sait prendre la défense des femmes, même si le regard des hommes est en jeu. Elle ne rejette pas ses qualités féminines, par peur de perdre son pouvoir, ou au contraire les cultive et en fait son essence même. Elle se préoccupe de son impact sur le monde. Elle a compris le pouvoir de son énergie féminine, son pouvoir guérisseur, son pouvoir de transformation sur les hommes et sur le monde. Elle n'a pas besoin du regard des hommes pour aimer son corps. Son corps est un temple sacré qu'il faut mériter pour y entrer. Sa beauté est avant tout intérieure. Elle n'a pas peur d'exprimer qui elle est réellement, ses propres goûts à travers son physique, son style, représentatif de la propre image personnelle qu'elle se fait et de la femme qu'elle veut être. Ça rejoint un peu ce que tu disais. Encore quelques lignes. Elle recherche l'alliance avec le masculin sacré et a compris le but spirituel des relations amoureuses. Elle a l'idée très précise de l'homme qu'elle veut à ses côtés et n'est pas d'accord de se rabaisser et accepter moins que ce qu'elle mérite. Je ne sais pas si ça fait écho à ce que tu disais. Pas tout à fait. Moi, je trouve que... Dans l'absolu, elle a besoin de personne pour se sentir complète.
Elle a ses propres passions, son propre monde. Elle est spirituelle et recherche la constante évolution. Ça fait un peu penser au Graal, les femmes qui marchent, qui courent avec des loups. Oui. Sa beauté intérieure rayonne de plus en plus. C'était par rapport à l'âge. Hein. Sa beauté continue à transparaître même en vieillissant, car la beauté est avant tout énergie intérieure, car la beauté du cœur, de l'amour, de la compassion et de la douceur. Son pouvoir n'est pas diminué en vieillissant. Il continue d'aspirer à travers son infinie sagesse et sa lumière. Voilà. Oui, non, mais je trouve que c'est effectivement par rapport à ce que tu disais, tout à fait la définition de ce que, effectivement, on devrait essayer de tenter d'être. Je suis d'accord, chacun d'entre nous, on devrait essayer de tenter d'être une femme sacrée quelque part, et un homme sacré pour que ça puisse marcher de façon plus facile entre les hommes et les femmes en général, avec un grand H, un grand F. Et effectivement, c'est une chose vers laquelle on tend, en particulier quand on s'intéresse à la spiritualité en tant que telle, soit pas tellement dans le cadre d'une religion, mais effectivement plus peut-être dans la philosophie, ou dans le bouddhisme, enfin qui est un petit peu entre les deux. Mais la philosophie nous fait tenter d'arriver à cet état-là. En tout cas, effectivement, moi c'est ce que j'essaye de faire depuis très longtemps, en fait. Et il y a une façon aussi d'arriver à ce genre d'élan spirituel dans la sexualité, c'est par l'intermédiaire du tantrisme, que je ne pratique pas, mais dont je connais les résultats. Hein, puisque quand on a un orgasme dit tantrique, que les autres appellent tantrique, mais moi je le pratique, je ne fais pas ça dans un but philosophique, on est comme ça, Thérèse d'Avila, on est ailleurs. On est en extase. L'orgasme dit tantrique est en fait une extase totale. Et c'est assez surprenant quand on connaît ça, on n'a plus envie de connaître autre chose. Parce que c'est vrai qu'on est au-dessus de son corps, enfin, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Et on y arrive de façon assez incroyable. Effectivement, parce qu'on spiritualise quand même un petit peu le partage avec l'autre. En fait, c'est un partage. La spiritualité dans la sexualité, c'est partager avec son partenaire, quelque part, enfin, pour moi, à ce qui correspond à ce que dit Chantal. Et à mon avis. Oui. La sacralisation, c'est pas un peu antinomique avec le fait d'avoir des rapports physiques avec quelqu'un? Pourquoi? Quelqu'un de sacré, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher, je veux dire, c'est quelqu'un de sacré. C'est quelqu'un d'inabordable. Ça, c'est dans les religions judéo-chrétiennes, j'ai l'impression. Je voulais vous rappeler. Je voulais justement vous rappeler quelque chose que beaucoup de gens ignorent, qui moi m'intéresse depuis très longtemps. Je voudrais vous parler de Lilith, la première femme d'Adam, que Dieu avait créée identique à Adam, alors qu'Ève, il l'a créée avec une côte. Je ne sais pas si vous le savez. Et donc Lilith a été supprimée de la Genèse au XIe siècle parce qu'elle a été chassée du paradis, parce qu'elle n'a pas voulu goûter la pomme, parce qu'elle voulait être libre. Et donc Dieu l'a donné au démon, à Lucifer qui est devenu le diable, alors que c'était... Lucifer, c'est porteur de lumière normalement, c'était le premier des anges. Et donc Dieu l'a transformé, donc l'a donné à Lucifer pour en faire donc la mère des démons, des autres démons après. Hein, et elle est devenue donc, parce qu'elle avait osé dire non, qu'elle ne voulait pas manger la pomme, elle ne voulait pas quitter le paradis, elle ne voulait pas parce que Dieu apparemment savait ce qui allait se passer. Et donc c'est là donc qu'on l'a mise au banc donc, de la future humanité. Elle devait, donc tous ces enfants mâles devaient mourir, enfin il y a eu des quantités de choses, etc. qui se sont passées. Et ça vient d'une légende en fait beaucoup plus ancienne, celle de Gilgamesh, hein, puisque toutes les religions monothéistes,
viennent donc de la légende de Babylone, ça c'est très ancien. Et donc elle a disparu au XIIe siècle, elle a été carrément supprimée de la Genèse, alors qu'on la retrouve donc dans des écrits très anciens. Et c'est très curieux ça, parce que effectivement c'était la déesse mère, Gaïa, qu'on retrouve aussi dans beaucoup de légendes. Et autrefois, il y avait aussi beaucoup de femmes, il y avait plus de matriarcats que maintenant. Les Amazones ont véritablement apparemment existé, et on les a rayées aussi de l'histoire. Le roi Salomon les a combattus. La reine des Amazones, c'était pas Lakis, vous savez qu'elle s'amputait théoriquement un sein pour pouvoir tirer à l'arc plus facilement. Et donc c'est une représentation aussi de la guerrière, de la femme, non pas dominatrice, mais égale de l'homme. Et qui a disparu complètement, qui a été complètement supprimée dans des religions monothéistes par la suite. Et on n'en parle plus, c'est très difficile à retrouver sa trace dans les écrits qui datent d'après donc le XIIe siècle. Et c'est très intéressant à connaître. Et donc c'est elle qui, d'après la légende, ensuite se serait transformée en serpent pour tenter elle et Adam. Donc elle est l'égale du diable, en fait. Mais elle était aussi l'égale d'Adam. Et c'était sa première femme. C'est très intéressant de faire des recherches sur les... Donc j'ai cherché un peu parce que je connais ça depuis longtemps et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et pour beaucoup des Grecs et des Romains, la déesse mère, c'était Gaïa, c'était elle qui a donné naissance à Uranus, à Zeus, enfin tous les dieux. Et ça a été la même chose sous Babylone, c'était pareil, on adorait cette déesse et puis ça a été supprimé par la suite. Pourquoi? Posons-nous donc la question. J'ai peut-être une réponse, en fait, c'est une lecture, dans le sens la chrétienté nous a coupé de notre pouvoir, qui est la terre, notre connexion à la terre, où avant il y avait le druidisme, qui était justement cette connexion à la terre. Souvent sur les fontaines, on trouve des saints qui tiennent au respect le dragon. Donc c'est ça, et c'est quelque part, là on est dans une période où vous vous reconnectez à notre pouvoir en fait. Donc en Bretagne on a la chance d'avoir une culture, oui, voilà, chez les druides. Et enfin voilà, donc c'est souvent donc les chrétiens associent en fait le bas, la terre comme le mal, pour justement qu'on se coupe de ça. Alors que c'est la sexualité, ça correspond quelque part à ça, et la reprendre. Et dans toute la lecture que vous faisiez avant la sexualité, souvent on a le but, alors que c'est le chemin, c'est pas la jouissance qui est le but, mais juste en fait être. Et le chemin donc est plus long pour les hommes, parce que c'est eux qui entrent, et donc c'est eux de considérer la femme comme une déesse, et c'est à eux de s'imiter dans l'excitation, et juste à être dans le vagin de la femme, et c'est ça le chemin en fait, c'est réussir à ça, pour qu'après libérer en fait l'énergie sexuelle divine de la femme, et pour que la femme du coup soit moins émotive. Quelque part, si les femmes sont trop émotives par rapport à l'homme, c'est la faute de l'homme qui ne sait pas se jouer ce rôle. Donc là, je cite en fait, c'est Barry Long, un maître spirituel australien, qui l'explique. Donc moi, je reprends avec mes propos, mais pour résumer, c'est un peu ça qu'il explique, où l'homme est beaucoup plus dans les fantasmes. Donc quelque part, c'est revenir ici maintenant, et puis arrêter d'être dans l'imagination et le fantasme. C'est ce qu'on dit un peu partout, évidemment, de toute façon, sans obligatoirement rentrer dans la spiritualité, pardon. Mais je ne savais pas que les druides, je vais regarder ça un peu plus près, parce que je ne savais pas ça, à part des druides. Merci. Qui a quelque chose à dire? Je trouve que c'est assez intéressant, parce que ça nous emmène dans une dimension autre, sans obligatoirement vouloir parler de religion. Hein. Mais c'est vrai que les religions monothéistes ont quand même écrasé cela. Pourquoi? Beaucoup disent, enfin on peut dire que, comme Freud l'a dit, que en fait c'est le continent noir de la femme. Les hommes ont peur de la puissance de cette ex-déesse qui est descendue de son trône. Mais parce que effectivement, peut-être il se sont passées des choses à une époque qui peuvent expliquer, enfin pas une catastrophe, mais une réflexion différente. Et les hommes ont peut-être pris davantage de pouvoir pour des tas de raisons. Le patriarcat est arrivé, un cas où c'était le patriarcat, et qu'effectivement, on a perdu cette dimension sacrée dont parlait le monsieur fort justement.
Alors, je ne connais pas ce maître australien dont vous parliez, mais c'est un petit peu la recherche que font beaucoup de personnes. Après, c'est diviser l'homme et la femme, alors qu'on a tous un côté féminin et masculin en nous. C'est le yin et le yang aussi, finalement. Tout à fait. Oui, c'est vrai ça. Au lieu de se diviser, de se battre, on ferait mieux essayer de se rapprocher. Tout à fait. C'est le but. Hein. Et c'est le but de la sexualité aussi, quand même. On serait beaucoup plus. Je pense qu'on arriverait à être beaucoup plus fort. Si on arrêtait de se. Si on se trouve, en fait, on est beaucoup plus fort de se diviser, de s'opposer. On arrive à trouver, quand le féminin arrive à trouver son masculin, c'est vrai que c'est beau, quoi. Même quand chacun, puisque ce sont des théories de Jung par exemple, quand chacun réussit à trouver le féminin, accepter, quand chaque homme a réussi à accepter le féminin qu'il a en lui, et inversement, quand nous aussi on accepte d'être parfois bagarreuse, d'être parfois violente, d'être parfois, enfin violente sans arriver évidemment à des extrêmes, on accepte, c'est vrai qu'on se sent mieux. Hein, enfin, je crois. Et ça, au niveau sexualité, c'est pareil. Au lieu d'attendre toujours que les femmes qu'elles soient passives, que nous soyons passifs, c'est bête. Parce que beaucoup d'hommes aimeraient bien que les femmes soient un peu plus actives et qu'au lieu d'accepter, disent bon, bah non, pas. Voilà, prennent des initiatives. C'est aussi quelque chose d'assez récent. Et pas qu'avec des prostituées. Il y a encore beaucoup, paraît-il, beaucoup d'hommes qui aiment bien aller ailleurs, non pas que voir les prostituées, mais aller ailleurs parce qu'ils n'osent pas demander à leur femme telle ou telle chose. Je discutais encore avec quelqu'un tout récemment qui n'acceptait pas, par exemple, les fellations, les sodomies, bon, parce que ça se fait pas. Après, si on n'a jamais essayé, on ne peut pas savoir déjà. Hein, et puis le demande l'autre, il ne faut pas imposer non plus. C'est une question de consensus. Oui, le consensus, pas de compromis. Voilà. Ça. Ça, c'est parce qu'au début, je plaisantais avec les mots parce que c'est pas tout à fait la même chose. Consensus, on est actif. Alors le compromis, bon, ouais, d'accord, je suis d'accord, mais bon, je compte tant que ça. Voilà, à mon sens. Je fais parce qu'il va faire autre chose, éventuellement. Et c'est vrai qu'un accord dans un couple, quand il y a une symbiose, c'est magnifique, quoi. Parce que ça peut être aussi, moi je trouve que ça peut être aussi ludique. Je veux dire, on est à l'aise, tellement à l'aise avec l'autre qu'on peut se permettre de lui demander et d'accepter aussi le refus, l'acceptation. Et ça, c'est génial. Et cette symbiose-là peut exister même l'espace d'une relation, d'une simple relation sexuelle. C'est pas obligatoire que ça soit pendant 30 ans, toute la vie. Et ça peut aussi exister dans le cadre d'une relation même éphémère, mais qui permet justement l'extase. Moi, ça m'est arrivé, c'est absolument fabuleux, mais de ne pas avoir envie de refaire pour une raison simple, c'est que les personnes étaient mariées. Une fois en passant, une rencontre comme ça, soit un truc qui se passe, et puis nous, c'est fini, terminé, et puis on regarde ça dans la tête comme quelque chose de merveilleux. Mais effectivement, c'est comme vous disiez si bien, l'espace d'un moment, une rencontre effectivement du masculin et du féminin sacré. Pour moi, c'est exactement ce que tu décris, Chantal. C'est difficile à expliquer, hein, mais moi je sens ça comme ça. Mais c'est pas obligatoirement dans un couple. Ça peut, tant mieux, mais c'est pas sûr que ça soit si fréquent. Enfin, je sais pas. Mais quand ça peut arriver, c'est fabuleux. On retrouve effectivement. On a une dimension, je trouve qu'il y a une dimension quasi religieuse, mais qui n'est pas une religion existante, révélée, mais qui est quelque chose qui est au-dessus de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, j'ai l'impression, ou l'intuition, que la rencontre de l'homme et la femme, ça va vraiment être l'avenir de l'humanité, dans le sens où toutes les choses d'ordre collectif qui ont été belles et en même temps qui ont contraint les êtres, elles explosent. On a cette chance de pouvoir se rencontrer, se parler. Il y a 50 ans ou 100 ans, il n'y aurait pas des hommes et des femmes dans un bar ensemble. Donc moi, je trouve ça magnifique. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose à ce niveau-là, au niveau intime, mais pour nourrir le collectif.
Alors peut-être qu'on s'éloigne de la sexualité pure, j'en sais rien, mais je suis pas sûre. Peut-être pas tant que ça. Parce qu'avoir une sexualité épanouie, c'est aussi être un être épanoui. Enfin, pour moi, ça fait partie vraiment de ce que nous sommes, au-delà de la procréation d'ailleurs, parce que si la nature n'avait voulu la sexualité que pour procréer, comment expliquerait-on qu'après l'âge de procréer, nous ayons encore des désirs? Au niveau naturel, biologique, ce ne serait pas tellement logique. À partir de 35 ans, par exemple, une femme n'aurait plus de désir parce qu'elle ne procrée plus. Or, elle en a encore. Donc il se passe autre chose dans la rencontre à ce biais-là. Qu'elle soit furtive ou qu'elle dure toute la vie, ça c'est selon chacun. Oui, parce qu'il y a eu l'apparition de la conscience et un apprentissage aussi au niveau du plaisir. Donc il y a une tendance à répéter au fond une expérience aérienne. C'est vrai que la spiritualité peut transformer justement l'instinct érotique en sentiment, l'amour et la fonction de reproduction en épanouissement personnel. C'est pas obligatoire du tout dans ce qu'on décrit. Ça n'est pas obligatoire, mais comme on parle de la spiritualité, les personnes qui sont en quête d'idéal, de spiritualité, ça peut être dans d'autres domaines, il n'y a pas que la sexualité. Souvent les personnes qui cherchent cet épanouissement personnel dans la sexualité aussi le cherchent au quotidien. C'est pas un domaine limité, la sexualité. Non, mais c'est un domaine où tu n'as pas besoin ni d'argent, ni de pouvoir, ni de... Tu as juste besoin de quelqu'un avec qui tu t'entends. Ça peut être un mode de vie au quotidien, ça peut être oui, tu n'as pas besoin de recherche au fond, d'autre chose que toi-même. D'intérêt commun, d'idéaux communs. Donc là, vous parlez tout à l'heure de la sexualité idéale. Vous pourriez éventuellement peut-être essayer, pas de définir, mais est-ce qu'il y a des éléments au fond qui peuvent participer? L'idéalisation aussi de la... Pour moi, la sexualité idéale, c'est celle où deux êtres sont dans la complétude. Voilà. Quel que soit le contexte dans lequel ça se passe, la manière, si deux êtres sont dans l'échange et se sentent bien, pour moi, c'est idéal. Ça peut être dans un club d'échangistes, ça peut être au sein d'un couple. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une manière de définir, mais si deux êtres sont bien en présence, quel que soit le contexte, à mon sens, c'est idéal. C'est l'idéal, au fond, dans une expérience à deux, retrouver que chacun retrouve au fond une conscience, un mot unifié vers la transcendance, en fait. En quelque sorte, oui. C'est effectivement quelque part se transcender, se sublimer. C'est une espèce de sublimation pour moi. C'est un peu sortir du soi, oui, c'est s'élever. Mais je pense que l'idéal, c'est propre à chaque... oui, je pense à chaque personne. Pour moi, l'idéal, c'est de faire l'amour avec la personne que j'aime. Je trouve que faire l'amour avec un homme que j'aime et qui m'aime, voilà, il n'y a rien de... Pour moi, c'est mon idéal. Après, c'est pas forcément un couple, mais enfin... parce que ça... Oui, mais qu'est-ce que tu appelles aimer? Justement, ça peut ne pas être dans un couple, ça peut être, comme Marie disait tout à l'heure, ou comme j'expliquais, ça peut être aussi l'histoire d'un moment, d'un instant, quelque chose de fugitif. Tu as l'impression d'avoir attrapé effectivement un fantôme, quelque chose, une fée, un esprit, je sais pas, quelque chose. Et puis ça peut disparaître, mais bon, tu as vécu ça, tu as fait des souvenirs extraordinaires aussi. C'est pas obligatoirement vivre une vie entière avec quelqu'un, vivre en couple. L'amour, c'est ça, mais moi je crois que quelqu'un qui dit à l'autre je t'aime, on l'aime au moment précis. Il faut, c'est après, dans un couple, le renouveler, effectivement. Et on peut dire, je pense, à quelqu'un je t'aime. Et puis le lendemain, être ailleurs, pourquoi pas? Mais on peut ne pas mentir en me disant ce que je veux dire. Oui, mais c'est pour ça que... Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, pour moi, c'est basé sur le respect. Pour moi, c'est pas un instant d'amour. Pour moi, c'est basé sur le respect, la connaissance de l'autre,
Voilà, respect profond. Mais tu peux respecter quelqu'un profondément sans le connaître. Tu le respectes parce que c'est quelqu'un d'autre, tout simplement, qui a des idées différentes, qui a des façons de vivre différentes, qui a une sexualité différente, qui peut, pour des tas de raisons, mais tu peux, il n'y a aucune raison de ne pas respecter l'autre. Non, mais ça, à ce moment-là, c'est éphémère. Moi, je vois plus... Mais il faut bien commencer par quelque chose, il faut que ça soit éphémère avant d'aller plus loin. Enfin, tu ne peux pas savoir à l'avance, mais non. Enfin, c'est bon, on discute. Hein. Oui. Et puis même si la sexualité n'est pas idéale immédiatement, on peut apprendre justement à se connaître et à s'adapter. Justement, il y a quand même aussi, par exemple, comme j'en parlais tout à l'heure, des femmes qui ne veulent pas faire de fellation, puis que progressivement, elles vont s'y faire pour des tas de raisons, parce que l'homme aura su l'amener, parce qu'effectivement, c'est pas en appuyant comme un je sais pas quoi là, sur la tête en enfonçant, c'est pas je sais pas comment dire. Bon. Voilà, il faut appeler. Voilà, il faut. C'est tout un ensemble. Tout à l'heure, parce que c'est pas que j'y crois pas, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand un couple, je parle de quoi quand on apprend à se connaître, il faut, comment dirais-je, il faut s'apprivoiser, comme disait. C'est important de s'apprivoiser si on a l'intention de rester un certain temps. Et comment dire, après, on est complice ou pas, avec le temps, on voit si on se ressemble, si on a les mêmes attentes. Et là, si ça arrive, alors c'est merveilleux. Là, on ne peut pas parler tout de suite de spiritualité. Après, on peut faire rentrer la spiritualité dedans. Et la spiritualité, selon ce que je pense et ce que j'entends, c'est encore un supplément, je ne trouve pas contradictif, pardon. C'est encore autre chose qui est un plus de la complicité. Et ça peut, oui, en effet, être merveilleux. Et ce que vous disiez tout à l'heure me plaît beaucoup parce que c'est vrai que c'est difficile que lorsqu'on connaît quelqu'un, de tout de suite, j'ai du mal à imaginer, mais pourquoi pas, ça puisse être merveilleux tout de suite. Mais là, ce que vous disiez tout à l'heure, pourquoi pas trouver la fée, vous avez dit fée, j'ai bien aimé, ou le prince charmant, j'en sais rien, on peut donner des noms, hein. Mais la personne, on peut la trouver et se dire mince. Le hasard et vivre un bon moment, même s'il est court. En effet, pourquoi pas. Mais en général, quand même, il faut apprendre à se connaître, s'apprivoiser. Mais l'instinct, ça compte, à mon avis, ça compte quand même, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et puis voilà. Et puis là, après... Imaginez si... non, mais pourquoi pas. Arrivé, les coups de foudre. Non, jamais. Et quand on a un coup de foudre, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. Et c'est décidé, comme tu disais, Sylvia Gérard, non, attendez, mais je termine. Comme tu disais, Sylvia Gérard au début, tu te souviens que c'est dans le quart de seconde, tac, il y a quelque chose qui se passe. C'est fabuleux ça. Et puis après, je ne sais pas comment vous faites vous, mais après, oui, tout est naturel. Après, on peut descendre, effectivement, le prince charmant peut descendre de son cheval blanc, d'accord? Et la fée perd sa baguette, d'accord? Mais on aura vécu. Je ne sais pas s'il y a d'idéal dans la rencontre, mais il me semble qu'on a mis la sexualité beaucoup en avant maintenant. Enfin, c'est très banalisé. Moi j'ai peut-être eu aussi des relations en commençant par la sexualité et puis après en découvrant la personne, on se rend compte que c'était pas forcément elle n'avait pas forcément les valeurs que j'attendais, donc c'est peut-être pour ça que maintenant, avant de faire l'amour, oui, je trouve que j'ai envie de voir si la personne elle a vraiment les valeurs que j'attends, moi. Mais c'est propre à moi, il n'y a pas de... Je ne mets pas du tout... la même chose sur ta oui, je ne mets pas du tout en... Je parle de mon cas personnel, parce que pourquoi pas. Mais moi, si j'ai pas envie, je n'ai pas envie. Et par contre, s'il y a une symbiose, ça peut arriver tout de suite, ou le lendemain, ou 10 jours après, ou 1 an après, ou 10 ans après. Parce que les choses
de la vie féconde, mais il y a ce que les choses se passent ou ne se passent pas, mais c'est parce qu'il y a cette attirance qu'on n'explique pas. Il y a quelque chose qui se passe, c'est toujours très difficile à expliquer. Il y a effectivement des phénomènes qui se déversent, etc. dans le cerveau, d'accord, bon, très bien. Mais pourquoi? C'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Et ça, c'est exporté. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est une évidence. Après, effectivement, la vie peut faire que pour des tas de raisons, etc. Et là, il y a effectivement une symbiose et on a l'impression de se sublimer, effectivement, d'être transcendé dans quelque chose qui nous dépasse. Et c'est là qu'on parle effectivement de Sainte Thérèse d'Avila et donc de Lilith, qui est effectivement maintenant qui est dangereuse, Lilith, parce que justement l'homme, être mâle, masculin, perd justement ses moyens en face d'une femme comme ça. Et c'est pour ça qu'on a voulu, que la religion a voulu la faire taire. Et je conseille donc à ceux qui veulent, je ne me rappelle plus du nom de la personne qui a écrit ce bouquin, Femme qui court avec les loups, c'est exactement ça. Ça parle de la femme qui se libère, mais qui n'est pas pour autant dominatrice par rapport à l'homme, mais qui court avec les loups. Le loup est en homme. Elle court avec. Elle ne s'était pas bouffée, elle n'essaie pas d'aller à la chasse. Elle court en même temps. Au niveau de l'amour. Donc elle chasse aussi. Oui, elle chasse les quoi. Mais pas le loup. Elle essaye de survivre. Elle la compagne. Oui, ça la compte, elle a fait pas une bonne forme. Vous connaissez un peu le système de meute, c'est un peu comme ça. Au niveau de l'amour, il peut y avoir aussi un détournement. Au niveau de la religion, par exemple, pour l'amour du prochain. Pas forcément l'amour corporel, mais plus l'amour du prochain que au niveau de l'amour physique. Il y a la troisième personne du Vatican, là, le grand argentier qui vient de se faire passer pour pédophilie. C'est ce que tu veux dire peut-être? Enfin, dans les valeurs spirituelles, par exemple. J'exagère à peine, mais je ne suis pas sûre que ça ne soit pas. Après, c'est une question de choix, mais là, on peut avoir une sexualité et puis être aimé, rendre service aux autres. Je ne suis pas sûre que ça. Enfin, à mon avis. Je me méfie beaucoup de ce genre de personnes qui disent ça. Par expérience aussi, pas personnelle, mais. Donc, j'aime pas trop les gens qui disent je suis bon. Je suis Je me méfie, moi, les gens qui disent je suis bon. Ah, d'accord. Je suis bon. C'est aux autres de définir la bonté. Oui. Ça fait. Absolument. Absolument. Absolument, c'est aux autres de le dire. Bah, c'est comme la même chose en sexualité. Dire je suis un bon coup, c'est pas chacun. Donc en général, c'est mauvais signe. Donc c'est vrai qu'on atteint effectivement une dimension qui est effectivement spirituelle, intellectuelle si vous voulez. Qu'est-ce que veut dire spiritualité? C'est effectivement, quand on ne parle pas de religion directement, c'est savoir que effectivement on peut être en symbiose avec quelqu'un ou bien même momentanément ou pendant un certain nombre d'années. Il y a des couples qui sont heureux pendant des dizaines d'années et qui savent à l'avance ce que l'autre va faire et qui en sont heureux. Hein, il n'y a pas de routine pour autant. C'est extraordinaire. Mais on sait, j'en connais des gens comme ça et c'est absolument fabuleux. Et apparemment, ça marche depuis longtemps. Et il n'y a pas de. Et ils peuvent avoir une sexualité toujours épanouie. Mais après, effectivement, il y a des façons d'essayer d'aller plus loin. Et on peut toujours aller plus loin. Le 7e ciel, il a fallu monter le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Et puis peut-être qu'il y en a un huitième, un neuvième, etc. Pourquoi pas? C'est pour ça qu'au lieu d'être systématiquement contre une pratique sexuelle particulière, on
peut dire, bon, non, j'ai pas envie trop, mais enfin bon, si tu veux, on peut essayer, puis on verra. Si ça ne plaît pas, on arrête. C'est aussi, encore une fois, un dialogue. Là, on n'est pas vraiment dans la spiritualité, mais ça commence comme ça quand même, je crois. Hein? Pour revenir à ce que disait monsieur, il m'est arrivé, par exemple, effectivement, dans une relation de ce genre, hein, de me sentir le globe terrestre, avec c'est comme le bilboquet, avec le pied. C'est fabuleux comme impression, de se sentir femme et terre entière. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, mais c'est quelque chose, c'est une expérience fabuleuse. Hein? Et l'homme, donc lui, il est le piédestal, il n'est pas sous-estimé pour autant. Hein? Et c'est merveilleux, le globe terrestre, vous voyez? Hein? Et il passe un moment merveilleux aussi. Oui, absolument. Ben, oui. C'est vrai, on devient la Terre. Oui, voilà, on devient la Terre. Pas vous, ben vous êtes le piédestal, monsieur. Vous savez, le pied, quoi. On le bilboquet, c'est un bilboquet. Et c'est une impression fabuleuse. On peut jouer du bilboquet. Ah, il faut avoir un peu d'habilité. J'ai jamais véritablement essayé avec un vrai bilboquet, mais ça donne un peu cette impression. Avec une bonne ficelle. Au niveau de l'imaginaire, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme, au fond, comme métaphore ou comme image par rapport à l'orgasme? C'est un feu d'artifice, un manège, c'est la terre. Bah non, dans ces cas-là aussi, mais je peux t'en donner des dizaines d'autres. Je pense que chacun le vit différemment, en fait, je pense. Je parle des femmes, hein, les hommes, je ne sais pas, mais les femmes doivent... parce que l'intensité n'est pas toujours le même non plus. Donc après, ouais, je pense que chacune peut le définir à sa façon. Alors donc l'extase, c'est quand on n'a plus envie du tout de redescendre, quoi. Oui, quand on n'a pas envie de ça. redescendre. Et là, il le faut poser un certain temps. Mais ça dure beaucoup plus longtemps qu'un orgasme classique. Exactement. Tout à fait. Et ça surprend beaucoup le partenaire qui n'en a s'il ne peut pas, s'il ne lui-même ne l'a pas connu. Parce que l'homme aussi peut connaître ça. Il y a eu des exercices toujours avec des jardins. Hein, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Et effectivement, il y avait quelques hommes qui y arrivaient. Avec justement la double bascule du bassin dont je parlais la dernière fois. Ça aide. Ça aide. Parce que ça active donc, la circulation dans le bas dans le périnée. Et donc la circulation sanguine. Et donc ça peut permettre d'atteindre plus facilement les Je n'étais pas là à la dernière conférence, mais il me semble avoir entendu parler de ça à la télévision. C'est possible, bah oui, c'est quelque chose de connu. Hein. Oui, j'en ai entendu parler, c'était, je ne sais plus dans quelle émission, je ne sais plus, mais j'en ai entendu parler. C'est une technique, enfin, un des éléments pour arriver. Donc les gens qui pratiquent le tantrisme, et moi je ne connais pas, il paraît qu'ils arrivent aussi à ce genre d'extase, parce que plusieurs personnes m'en ont parlé, et j'ai dit ah bon, mais c'est apparemment, parce que ça m'est arrivé d'avoir ce genre d'orgasme, on va dire, avec des hommes qui pratiquaient le tantrisme et qui m'ont dit bah c'est ça exactement. Je dis ah bon, bah, très bien, j'ai pas besoin d'apprendre, c'est bon. C'est effectivement, on est au-dessus de son corps. Hein. C'est extraordinaire. Au-dessus de votre cœur, on parlait de l'incorporation. C'est une expression, mais on est au-dessus de son corps. Je ne sais pas, enfin, je vais vous dire des trucs qui vont vous paraître aberrants, hein, mais après tout, on est là pour discuter entre nous. Hein. J'ai eu une fois une expérience comment on appelle ça, de vie, de mort imminente, ouais, c'est ça, EMI, ouais, je cherchais l'expression. Et ben c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas de tunnel et on est au-dessus, on flotte au-dessus de soi. C'est un état de conscience modifié. Quand on fait une séance d'hypnose, la personne peut ressentir cela aussi. Elle flotte au-dessus de son corps. Les limites corporelles, au fond, disparaissent. C'est juste une sensation. C'est pas visuel après. Non, c'est un ressenti, une sensation profonde. La sensation est pleine. Voilà. Ce qui peut arriver aussi dans la vie quotidienne, parfois, sur la plage, en lisant, au soleil, où il y a des états de conscience modifiés qui peuvent apparaître.
La méditation, oui. L'hypnose. En séance de magnétisme aussi, ça peut avoir l'impression de décoller de la table et puis de flotter au-dessus de la table. Oui, c'est ça, mais ça devrait ça faire un toucher. On se voit et on se voit par-dessus. On est en dessus, on est là, puis on se voit en dessous. C'est assez extraordinaire. Et bon, je le raconte là parce qu'on est entre nous, et c'est vrai que ça peut paraître un peu. Et c'est exactement donc, la même expérience que j'ai faite au niveau, donc, je n'étais pas du tout effectivement expert, puisque j'étais en train de me noyer. Hein. Et donc j'ai vu ça, puis alors j'ai vu le tunnel après, effectivement, et d'abord je flottais au-dessus de moi. Et c'était quelque chose de très agréable. C'est ce que je dis. Hein. Oui. On n'a pas perdu tout. Non, parce qu'on est dans une autre dimension. Et donc là, dans l'orgasme que je décris, c'est en plus une émotion fabuleuse. Quoi. Ça n'a rien à voir avec l'orgasme clitoridien, qui est très agréable aussi, mais c'est complètement différent. D'oridien ou vaginal, enfin bref, on peut en discuter pendant des heures. Mais voilà, c'est quelque chose de... Et c'est sexuel. Moi, tout ça, ça me pose problème. Ça me pose problème, tout ça, parce que ça me rappelle un peu l'effet des drogues, où on sort son corps. Et quelque part, il y a un côté de la spiritualité New Age, qui est un peu comparé à ça, alors que c'est l'inverse. Normalement, la spiritualité, c'est pour être plus présent, c'est ici maintenant, pour être présent dans ce qu'on fait, et pas s'échapper. Donc après, ça rejoint quelque chose de... Qu'est-ce que c'est l'amour? Quelque part, c'est pas une vérité, c'est mon avis, c'est ce que j'ai expérimenté. Ce qu'on aime quand on aime quelqu'un, en fait, c'est on aime des choses qui sont en nous. Donc c'est quelque part pour mieux s'aimer quand on aime quelqu'un, en fait, il y a quelque chose de très égocentrique, mais en fait, on fonctionne comme ça. Et oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Parce que essayer d'atteindre cet état-là, ça nous force à faire de l'introspection. Hein? Ça me rend bien, c'est pas le but on est dans une société où c'est toujours le but qui est essentiel. Alors que pour moi, c'est le chemin. Mais vous avez raison. Je suis d'accord avec vous aussi. Hein. Mais la conséquence, moi je décris juste la conséquence, mais vous avez raison, c'est le chemin qui est important. On est bien d'accord. Pour moi, pour moi aussi. Hein. C'est plus s'éloigner. Après, on parlait beaucoup de l'homme et des femmes, c'est totalement différent. Pour moi, l'homme a tendance, on parlait un peu de féminin, le masculin en haut. Donc le masculin, lui, a tendance à s'échapper, à aller dans l'imagination. Donc c'est revenir ici maintenant. Et peut-être que la femme, justement, qui est beaucoup plus présent, elle, c'est plus s'échapper. Donc il y a quelque chose de... Et quand on explore le fantasme, les femmes ont encore plus de fantasmes que les hommes. Sauf qu'elles se l'interdisent. Parce que ça se fait pas dans nos civilisations. Après, ça dépend des personnalités. Oui, mais voilà, mais moi je vous dis, la sexuanalyse, c'est ça, c'est l'analyse des fantasmes. C'est apprendre aux gens à avoir des fantasmes pour justement pouvoir avoir un orgasme plus profond ou pouvoir le trouver, tout simplement. Et je peux vous dire qu'il y a du travail. Et quand on fait un bon travail, les femmes, quand on lâche la soupape, c'est assez fou. C'est important. Mais c'est pour mieux se connaître, je suis d'accord, parce que Crépeau qui fait de la sexuanalyse, qui m'a appris à comprendre ce qui se passait. Hein. Il parle du fantasme primaire, et effectivement, Freud a un petit peu décrit ça aussi avec l'expérience de la première visualisation de l'acte chez les parents, souvent. Hein. Et donc chez la femme, chez tout le monde, on a un fantasme primaire, et effectivement que l'on retrouve après, par la suite, quand on a réussi à s'autoriser à avoir des fantasmes, on retrouve toujours la même trame. C'est très curieux. Hein. C'est très curieux. Et là, on pourrait en parler. Est-ce que quand on est dans la fantasmatique, on peut être dans la sexualité sacrée? Bien entendu. À mon avis, oui, c'est sûr. Ça dépend, ça dépend. Il y a des personnes qui s'interdisent, au fond, justement, d'avoir des fantasmes pour rester dans une ligne la sexualité est spirituelle que physique, au fond. Qu'est-ce que vous appelez le fantasme aussi? Parce que le fantasme, ouais, allez-y. le
Le fantasme, c'est une image. C'est une image qui, comme tu disais, qui peut apparaître déjà dès l'enfance, hein, c'est le fantasme fixe. Et il va y avoir des fantasmes qui vont évoluer. Le fantasme aussi, c'est l'imaginaire. Hein, par rapport c'est s'imaginer dans des situations particulières, en particulier en fait en sexualité, dans des situations particulières qui favorisent donc le désir, l'excitation et le plaisir ensuite. Et donc apparemment, il y a quand même une trame que l'on retrouve. Je crois que j'en ai déjà parlé, hein, parce que moi j'ai analysé ça avec Repo il y a quelques années, enfin il y a pas mal d'années maintenant, mais bon, je me retrouve aussi systématiquement ça me fait sourire à chaque fois, parce que j'arrive pas à me sortir, je vais essayer de tripoter mes fantasmes pour me sortir de là, mais il n'y a rien à faire, mais c'est pas grave, c'est simplement juste un jeu. Et donc, quand j'étais petite, donc, je racontais ça, je jouais aux Indiens et aux cow-boys avec mes frères. Hein. Et puis les copains, il y avait beaucoup de garçons et tout. Et moi, évidemment, j'étais toujours la squaw attachée sur le poteau. Hein. Alors, je faisais donc, j'étais la plus petite et tout ça, donc je faisais semblant, je faisais semblant d'avoir peur et tout, j'avais un peu peur quand même aussi. Puis, évidemment, c'était des copains, donc on ne faisait jamais rien. Et puis, ça se passait bien. Et puis, j'arrivais toujours à me détacher. Et donc, j'allais courir après les garçons. Ils faisaient arrête, je faisais arrête, etc. Et puis, je faisais ouh, je suis la squaw, enfin bon, voilà, hein, c'était l'époque des Indiens. Et donc, finalement, je remportais la victoire, quelque part, dans le jeu. Hein. Et bien, mes fantasmes se sont organisés comme ça. Et c'est très curieux. Et j'ai beau essayer de démonter ça, donc avec Repo, on s'amusait à inventer des fantasmes. J'avais beau essayer de trouver des histoires, il me démontait systématiquement, disant, tu vois, c'est toujours comme ça. Je dis, ouais, t'as raison. C'est effectivement, c'était mon truc. Et quel que soit le fantasme, c'est ça. Au début, je fais semblant, d'être d'accord, tout, et puis après, voilà. Et tout ça dans un jeu. Hein. Parce que les maîtres spirituels expliquent, c'est que le chemin, c'est l'inverse. C'est quelque part, le fantasme, donc dans l'imaginaire, c'est pas être présent. Être présent, c'est tout simplement avoir conscience de sa respiration. Donc la base du tantrisme, ça commence par ça aussi, juste être dans sa respiration. Et puis être dans la présence du corps, ce que je ressens. Et ben, quelque part, le chemin que vous donnez, pour moi, c'est l'inverse du chemin spirituel authentique. Après, ça m'a permis de... C'est des chapes. Oui, mais moi, ça m'a permis de retrouver l'origine de ce... Justement, ça m'a fait réfléchir aussi, de retrouver l'origine, parce que sinon, j'avais oublié ça complètement. C'est après que je me suis dit, mais oui, en fait, c'est vrai. Parce que j'étais plus petite que les autres, parce que c'était des garçons, parce que, etc. Ça implique beaucoup de choses. Après. Et ça m'a fait réfléchir sur après le choix des garçons, des hommes que j'ai eu dans ma vie, etc. Au contraire, après, dans un second temps, ça m'a fait aussi réfléchir sur les raisons et j'ai eu beaucoup d'explications. C'est aussi un chemin intérieur après, en même temps. Hein. C'est en même temps que ces choses-là se font. C'est vrai, vous avez raison aussi. Au niveau de la relation sexuelle, pour que ça se passe bien, il faut pouvoir déconnecter, faire le vide et vivre pleinement ses propres sensations. Mais c'est aussi ce qu'on appelle le lâcher-prise. Il faut arriver à lâcher prise pour pouvoir avoir un orgasme. Ça aussi, c'est bien connu, parce que sinon, si vous êtes trop centré sur vous-même aussi, c'est au moment où il faut dire ouf, et hop, on déconnecte tout, effectivement. On se laisse aller. Pas de but, pas essayer d'avoir on se laisse aller. Juste il faut laisser venir les sensations. Tout à fait. Et apprendre à les apprivoiser. Détacher, en fait. En fait, là, on souffre parce qu'on est toujours attaché à quelque chose. Si on est totalement détaché, on n'est plus attaché à rien, et ben il n'y a plus de souffrance. Sans doute, certainement. C'est la mort aussi. Le sommeil. Ou le sommeil. Pour moi, c'est un peu pareil, la mort et le sommeil. Et bon, mais pour moi, c'est pas incompatible de sortir de soi en présence de l'autre, parce que c'est parce que c'est cet autre-là que je vais atteindre cet état-là. Donc, à la fois, je l'évade, mais avec lui. C'est sa présence qui me permet ça. Donc, pour moi, c'est pas... et c'est aussi ce qu'on appelle faire confiance. Ou incompatible. Oui. Parce que pour se laisser aller comme ça et lâcher prise, il faut faire confiance à l'autre, hein, complètement.
Alors, est-ce que la confiance, ça peut être dans une relation très éphémère? Bon, je pense que oui, mais après on peut se tromper, effectivement, c'est une question d'intuition. Ou est-ce que c'est dans la connaissance de l'autre, et même par son comportement aussi, un climat, enfin quelque chose qui va faire qu'on va avoir confiance. Mais même dans la connaissance de l'autre, il y a toujours quelque chose que vous pouvez ne pas connaître de l'autre. Oui, mais ça ne pas tout connaître, Françoise. Je sais, mais bien sûr, mais je discute là, tu vois. Je discute avec toi. J'apporte des arguments contraires. Bien sûr, tu as raison, hein, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec tout le monde d'ailleurs. Sans problème, là, aujourd'hui, on n'a rien dit. Enfin, en général, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'après, c'est une question de nuance. Parce que, effectivement, qu'est-ce que c'est que l'amour? Vous avez bien raison. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il est? C'était intéressant ce que vous avez dit, les parts de ce qu'on recherche chez l'autre. En fait, c'est les parts, c'est ce qu'on aime en fait de nous-mêmes. S'aimer soi-même, c'est aimer l'autre. Je trouve ça très juste. S'aimer soi-même, c'est aimer l'autre en fait. C'est ce qu'on n'aime pas, ce qui dérange chez l'autre, c'est quelque chose qui nous dérange en fait au fond de nous. C'est Desjardins qui disait ça. Gérard, tu te souviens pas? Desjardins, c'est un Québécois, un sexologue québécois qui faisait à l'époque, maintenant il est décédé comme homme, mais qui faisait ce qu'on appelle le sexo-corporel, c'est-à-dire l'expression du corps. Desjardins comment? Non, Desjardins c'est son nom. Son prénom c'était Jean Desjardins, tout simplement? Oui, je crois. Donc c'est un Québécois, hein, et donc il disait que... je sais de quoi je voulais parler, du coup. Oui, mais pour rebondir. Ce qu'on aime chez l'autre, c'est... Oui, voilà, il disait, voilà, on faisait des ateliers, et ça serait intéressant, bon, ça m'intéresserait d'en faire un jour avec, si vous voulez, enfin, il faudrait qu'on trouve un thème, mais dans un autre endroit, hein. Mais pour faire ce genre de choses, parce que c'est intéressant, je trouve, on verra un peu ce que ça donne. Et donc, dans un groupe, donc ici par exemple, hein, on est une trentaine peut-être, alors vous repérez la personne du même sexe que le vôtre que vous n'aimez pas, qui ne vous attire pas. Tous du même sexe. Voilà. Hein, et donc, en général, qui ne nous attire pas, oui. Et donc, il nous disait, bon, enfin on se connaît, le problème c'est qu'il ne faut pas connaître, hein. Il faut que ce soit isogonique, il faut que ça soit instinctif. Eh bien, en général, la personne que vous n'aimerez pas, ça sera celle qui vous ressemblera le plus, en fait. C'est curieux, hein? Et on a testé ça, et effectivement, ça nous a fait rire parce que on était dans un groupe d'une vingtaine, moi je ne connaissais pas les autres, parce qu'on était tous d'horizons différents, et j'avais repéré une femme qui m'agaçait, hein, et puis je me suis dit après, mais c'est vrai. Je suis comme ça. C'est parce que je suis une rivole potentielle. C'est parce que je suis une rivole potentielle. Pas forcément, mais c'est parce que effectivement, les défauts qu'on remarque chez cette personne, elle parlait très fort, et puis je me suis dit, effectivement, il a raison. Hein, alors c'est un peu caricatural ce que je dis, mais en réfléchissant, on apprend plein de choses. On réfléchit sur soi, hein. Bien sûr, on se dit oui, effectivement, j'ai tendance à être comme ça parce que, effectivement, voilà, parfois on est un peu. Quand on est timide, quand on parle fort, du coup, pour oublier qu'on est timide. Et puis, alors qu'au début, on se dit, bon, je suis timide parce que, du coup, on rêve son poste. Et en fait, non, moi je suis quelqu'un de très timide et je parle pour oublier que je suis timide. C'est bête, hein? D'où l'importance de bien se connaître quand même. Bien sûr, mais c'est une façon aussi de travailler sur soi, cet exercice-là. C'est très intéressant. Donc quand vous irez dans un groupe d'une vingtaine de personnes, un cocktail par exemple, ou enfin un endroit que vous ne connaissez pas, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde, voilà, parce que sinon vous pouvez pas. Vous allez vous regarder et vous allez voir que c'est très amusant. Après vous vous rapprochez de la personne pour essayer de voir un peu comment ça se passe, et c'est très drôle à faire. Mais réfléchissez, après ça on fait réfléchir sur vous. Comme je disais monsieur, tout à fait vrai, tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que les défauts que l'on repère au fond, inconsciemment chez l'homme, nous irritent intérieurement.
nous ramener justement à l'image qu'on a de nous-mêmes, qui n'est pas toujours flatteuse. Oui, mais c'est pas ça la question. C'est repérer quelqu'un dans l'assistance qui vous agace pour une raison ou une autre. Ça peut être un détail tout bête, hein. Il y a un cheveu de travers, une cicatrice, une attitude, alors que vous ne la connaissez pas. Parce qu'il ne faut pas la connaître, bien entendu. Hein. C'est juste comme ça, une intuition. C'est très intéressant. Et ceci nous éloigne. Ceci nous éloigne un peu de la sexualité, mais quand même, une sexualité de bonne qualité, pour avoir, je crois, une sexualité de bonne qualité, il faut se connaître. Et connaître l'autre, mais se connaître aussi. Sinon, et ça vient avec le temps, hein. Est-ce que vous avez tous la même sexualité? Est-ce que vous avez une meilleure sexualité après, à 30, 40, 50, 60 ans qu'à 20 ans? En général, oui. Alors, les rapports sexuels sont peut-être pas... Meilleur peut-être pas, mais c'est différent. Moi, j'ai demandé le meilleur. C'est-à-dire, est-ce que... C'est meilleur. C'est plus profond, je crois. Parce que toutes les expériences de vie que l'on a, ça nous enrichit, ça nous permet de nous connaître mieux. Voilà, bien sûr, ça fait partie de mieux à l'expérience. Mais ça revient aussi à ce que vous disiez là-bas, hein, à se connaître mieux soi-même. Tout à fait. Corps et âme et sexualité et l'interaction avec l'autre. Je pense que c'est ça aussi la sexualité, la spiritualité, les deux. Et c'est le but vers lequel il faut tendre. Les émotions aussi. Oui. On fait un travail émotionnel. Oui, bien sûr, ça fait partie de tout. Pouvoir faire passer aussi des émotions à l'autre. Pouvoir en recevoir, une perméabilité, un échange. C'est pour ça que je pense, enfin pour parler, je pense à quelque chose brutalement, c'est que moi je pense justement que le sens du toucher est très important en sexualité. Toucher le corps, toucher la peau, toucher les cheveux, toucher... Il m'est arrivé d'avoir des orgasmes en me touchant le gros orteil. C'est fou. Hein? Parce que le toucher, ça amène à une certaine spiritualisation, effectivement. On se voit à l'intérieur, on est bien avec l'autre, et puis brutalement, on sort de soi. C'est ce que font, je répète, souvent les handicapés, en particulier dans ce fameux film, que je n'ai d'ailleurs pas vu, mais j'ai vu l'extrait en question, Intouchable, c'est ça? Voilà. Et ça existe vraiment, bien sûr. C'est ce qu'on appelle, l'érotisation du corps, ça existe, bien sûr. Oui. Et nous avons plus tendance à savoir le faire, nous femmes, hein, un peu naturellement, mais les hommes, c'est pareil, ils ont aussi des points sensibles. Alors, il suffit de découvrir avec de la patience et en communiquant, encore une fois. Et en écoutant l'autre, en s'écoutant mutuellement. C'est ça aussi la spiritualité pour moi. C'est écouter, être en phase avec l'autre, même si on est différent. C'est ce qui est enrichissant aussi d'être différent. On ne peut pas tout être pareil, sinon on s'ennuierait. Parce que l'un apprend à l'autre et vice-versa, c'est pas bien. Dans le dernier Psychologie ce mois-ci, il y a un article sur l'avoir dans la peau. J'ai quelqu'un dans la peau, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils évoquent tout ce que tu dis, le toucher, l'odeur, tout ça. C'est bien expliqué, c'est simple, mais c'est vachement... L'odeur aussi, c'est quelque chose de très important. L'odeur, le toucher, c'est bien fait. Tous les sens sont utiles, hein, bien sûr. Que quelqu'un, on peut avoir une répulsion pour quelqu'un, pleine par l'odeur. C'est bien pour ça qu'on a inventé les déodorants, mais il est quand même prouvé qu'il ne faut pas en abuser, les déodorants. Ni se laver trop souvent. Napoléon disait bien à Joséphine, ne te lave pas, j'arrive. Au niveau de l'odorat, au niveau du cerveau, l'odorat avait un rôle très important
auparavant dans la reconnaissance d'un ou d'une partenaire. Chez les animaux, ça marche très bien. Hein. C'est ce qu'il faut renforcer les femmes. Absolument, je suis d'accord avec vous. Elle évoque une chose pas très agréable. Mais non, on parle d'odeur et tout ça. C'est du reproduction. Et maintenant, il y a un tas de produits qui sont faits pour donner le goût. Même sans goût, enlever le goût. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est sale? Est-ce que l'odeur du sexe c'est quelque chose de sale? Ah non, mais pas du tout. Il y a des femmes qui n'aiment pas. Mais c'est aussi pareil parce qu'on leur a dit c'est sale. J'ai été vendeuse de tout ça et les femmes, non, c'était le goût qu'elles n'aimaient pas. Et donc je leur disais, essayez des produits, des goûts. Non, tout à fait. Et donc, c'est venu et après, elles n'en avaient plus besoin de ces produits. Nous avons testé, nous avons aimé, partagez-vous votre plaisir. Voilà, et après, elles n'ont plus besoin de ça parce que bon, lui, il a fait passer comme ça. Une désensibilisation. Voilà. C'est une accoutumance. Plutôt une accoutumance. Désensibilisation. Excuse-moi. Au niveau de l'odeur, en fait, quelque part, c'est une toxine qui donne c'est l'élimination de toxines par la sueur, qui donne cette odeur-là. Et il y a une légende qui raconte qu'avant, quand on était pur, les femmes, quand elles étaient pures, en fait, elles avaient des odeurs de fleurs. Et quelque part, c'est pour retrouver ces odeurs-là que les femmes se parfument. Donc c'est une légende. Voilà. C'est le sujet du film et du bouquin Le Parfum, tout à fait, de Patrick Saluki. Ouais. Et c'est un homme qui veut capter l'essence de chaque femme et qui fait un parfum enivrant, universel, parce qu'il le tue, en fait, il tue plein de femmes différentes. Et quand il le libère, il fait un parfum. Et quand il libère un parfum, dans la scène du film et dans le bouquin, tous les gens qui sont autour s'aiment, en fait, font l'amour. Et après, donc, il y a quand le parfum s'estompe, il y a une remise à la réalité. Et les gens se rendent compte qu'ils ont été complètement enivrés par ce parfum. Et c'est magique ce livre, le film dit très bien aussi. Mais c'est un peu ce que vous disiez, c'est tout ça dont il parle. J'ai été interpellée tout à l'heure parce que vous disiez, et vous avez encore une fois, vous n'avez pas tort, c'est effectivement de comparer ce qu'apporte, ce que j'expliquais là, à l'effet des drogues. Et c'est effectivement ce que recherche probablement, je ne sais pas, j'ai jamais goûté, j'ai pas besoin justement, mais je pense que c'est ce que cherche avec certaines drogues pour planer, on dit. Mais il n'y a pas besoin de ça. Dans la relation sexuelle, il y a des endorphines au niveau du cerveau. Du plaisir. Quand je parle de drogue, c'est le sexe peut être une drogue, courir, faire de l'endorphine peut être une drogue. Voilà. Mais c'est en excès à ce moment-là. Alors est-ce qu'il existe un excès de sexualité? Oui, ça existe aussi. Mais est-ce qu'on a vraiment du plaisir? Quand ça devient une addiction, ça se discute quand même. Parce qu'effectivement, ça prend toute la vie et puis on ne respecte plus son partenaire. Enfin, il y a toute une évolution qui n'est pas bonne dans ce cas-là. Il y a une notion de pouvoir qui rentre en fait. Aussi, c'est tout autre chose. Donc j'ai laissé effectivement des mots pour ceux qui veulent s'exprimer, qui mettent leurs initiales plus que prévenir. Écoutez, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Donc les religions, pendant des années, pendant des siècles, continuent à faire en sorte que la femme ne puisse pas s'épanouir dans ses désirs. L'homme est un peu bridé aussi. Hein. Et puis vous voyez que les relations hors hétérosexualité sont souvent aussi liées, hein, et considérées comme mauvaises. De même qu'autrefois dans la Bible, l'onanisme, c'est-à-dire la masturbation, était considéré comme un péché, puisqu'on la sexualité ne servait qu'à se reproduire, mais heureusement qu'il y a donc cet épanouissement
que l'on connaît actuellement, qui est quand même quelque chose, ça fait partie des plaisirs de la vie. Et il n'y a pas besoin donc de drogue, ni d'alcool, ni rien du tout pour ça. Hein. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous avons la chance de pouvoir connaître et qu'il ne faut surtout pas laisser passer. Il ne faut surtout pas revenir en arrière, comme certains voudraient. Peut-être. Oui, c'est magique. Voilà, si on... Oui, c'est un élément entre autres, sûr. Oui, comme l'homosexualité, la bisexualité, après tout, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on prend du plaisir que l'autre est d'accord, là c'est pareil. Il faut que l'autre soit d'accord. C'est le gros problème de la transgression. Est-ce que il faut que effectivement la liberté de chacun s'arrête dans celle de l'autre. Donc les déviances sexuelles, qu'est-ce que ça, il y en a qui sont tout à fait à mon avis admissibles, d'autres absolument pas, à partir du moment où la liberté d'autrui est atteinte. Par exemple, je pense au fétichisme, pourquoi pas, hein, parce que ça ne fait pas de mal à l'autre. Par contre, effectivement, certaines paraphilies sont nocives. Même par exemple la zoophilie, puisque ça on fait mal à un animal. Paraphilie, c'est-à-dire c'est avoir une sexualité parallèle. C'est-à-dire, alors ça prend. On ne veut pas parler de perversion, c'est encore autre chose, la perversion. Hein. Mais la fétichisme, c'est une paraphilie. C'est la déviance. Et c'est plus joli de dire paraphilie. C'est une sexualité à côté. Et alors les vrais fétichistes, effectivement, les grands fétichistes ne sont donc que cette sexualité-là, ça devient une perversion. Hein. Quand on le supporte, par exemple, que de baiser, excusez-moi, pour moi à ce moment-là, c'est pas faire l'amour, avec une femme qui porte des talons hauts de 15 cm, ça devient, s'il n'y a que ça qui provoque un organe, ça devient une perversion, mais qui n'est pas obligatoirement dangereuse. Et ça peut pas être sacré, ça, la réalisation de ces après, ça dépend. fantasmes les plus un peu pervers. Mais ça dépend ce qu'on appelle pervers, c'est très compliqué. Pervers, la perversion, c'est être obsédé par quelque chose, et ensuite ça fait du mal à quelqu'un. C'est ça la perversion. Les rapports où chacun prend un rôle dominant, du sadomasochisme, on peut être dans ce... Ça c'est de la paraphilie, c'est juste, ça peut être, il n'y a pas de rôle. Si c'est accepté sans qu'il y ait de traumatisme psychologique ou physique, pourquoi pas. Est-ce que selon vous, ça peut être de la spiritualité sacrée? Peut-être. Dans le cadre de ce que disait un peu Chantal, on peut, certaines personnes qui n'arrivent pas, certains hommes qui peuvent ne pas accepter, trouver leur propre masculin sacré, peuvent considérer une femme donc, qui devient dominatrice, comme la femme sacrée, et à ce moment-là, en faire un genre de déesse, pourquoi pas? Et ça peut les amener à eux-mêmes se réaliser davantage, et puis après, soit de changer de rôle ou de revenir dans une sexualité dite classique. Je ne vais pas dire normale, je vais dire classique. C'est possible, pourquoi pas? Moi je suis très ouverte à ce genre de choses, et j'en ai rencontré, vous savez, j'ai beaucoup discuté avec les hommes dominants et les hommes soumis, et les femmes dominatrices c'est encore autre chose parce que ce sont souvent du coup des professionnels. C'est autre chose. Mais il y en a très bien, enfin voilà, c'est un domaine que j'ai connu assez bien, et donc mais bon, par curiosité. Les hommes de pouvoir aussi, qui font de la politique, ils aiment bien les femmes dominatrices. Ils aiment bien être soumis les chefs parfois. d'entreprise, ouais, parce qu'ils ont besoin. Mais parce qu'ils ont besoin d'une balance, encore une fois, ils ont besoin d'un équilibre. C'est pour ça que c'est pas à critiquer systématiquement. Après, c'est thérapeutique. Oui, ça peut avoir un certain degré de thérapeutique. Mais enfin, ce qu'il faut, c'est faire aussi très attention. Enfin, il faut que l'autre soit empathique. Parce que si c'est pas dans un sens de rendre service à l'autre, de respect, etc., comme on l'a défini, le sacré, là tu as tout à fait raison, hein. À ce moment-là ça peut être très négatif. Hein. Si on paye, est-ce qu'on peut déjà si on fait quelque chose? Ça c'est encore un autre problème. Hein. Est-ce qu'on est dans le sacré? Autrefois, est tellement important. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Est-ce qu'on est dans le sacré quand on trouve? Non, quand on paye. Ah, quand on paye. Dans les religions primitives, il y avait des prostituées sacrées. c'était tout à fait à lui. Comme les geishas, par exemple.
Et c'est pas si vieux que ça. Et c'est très complexe après. Ce qu'il faut, c'est que chacun fasse avec ce qu'il a et puis essaye surtout le respect de l'autre. Je suis pas sûre que ce soit sacré, mais il peut y avoir peu importe finalement, voilà. Après, c'est une question de définition. Enfin, on est tous d'accord. Oui, oui. Oui, c'est que personnel, je trouve tellement fort, tellement beau. Il ne faut pas le mettre à tous les Mais sacré n'est pas religieux, hein. C'est encore effectivement complètement différent. C'est quand même une relation, j'ai envie de dire, c'est haut de gamme, quoi. Si je me permets. Tu peux couper le...